Je pense pouvoir me considérer fan depuis l'enfance de la saga à succès qu'est Star Wars. Je me souviens très bien partager cette passion avec mon voisin de l'époque, Simon. D'ailleurs, si t'écoutes cet épisode, je te passe un énorme coucou, j'espère que tout va bien de ton côté. Je me rappelle aussi de la claque qu'on avait pris quand nous sommes allés au cinéma, 2005, sortie de l'épisode 3, pendant qu'en parallèle, on était en train de poncer des jeux comme Star Wars Clone Wars sur la première Xbox, car, yes, il avait la première Xbox. Je suis très clairement un enfant de la seconde trilogie, à connaître à peu près l'intégralité des répliques en VF, de la menace fantôme jusqu'à la revanche des Sith. Petite anecdote, on est même allé avec le frérot jusqu'à faire acheter à nos parents un lecteur Blu-ray qu'on utilisait uniquement pour regarder d'ailleurs du Star Wars. Bref, derrière le micro, c'est Ninou. Et après 4 semaines passées dans une galaxie lointaine, très lointaine, je vous embarque avec moi pour un nouvel épisode de 4 Weeks 4, spécial Star Wars. Hello there. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce second épisode de 4 Weeks 4. Comme vous avez pu l'entendre dans cette intro, un épisode qui se porte aujourd'hui sur un choix du cœur. Avant de rentrer dans le sujet, merci à tous ceux qui ont pu écouter le premier épisode de 4 Weeks 4, qui était centré sur l'histoire de League of Legends. On s'était d'ailleurs posé une grosse question. Est-ce que League of Legends pouvait devenir le sport le plus populaire du 21e siècle ? Je tenais tout simplement à vous remercier pour les retours ultra positifs et constructifs, aussi bien sur le format que sur le contenu d'ailleurs. J'en profite aussi pour faire un petit erratum sur l'épisode précédent, car comme a pu me l'indiquer Edern, l'équipe des Taipei Assassins, qui est championne du monde la saison 2, est bien taïwanaise et non pas thaïlandaise, comme je peux le dire dans l'épisode précédent. Merci Edern, et on compte bien évidemment sur toi pour continuer à investiguer d'ailleurs sur chaque épisode. Mais bref. Après avoir passé la fin d'année plongée dans l'excellent roman La Croisade Noire du Jedi Fou, nous allons durant ce second épisode de 4 Weeks 4 remonter le temps en 2012. On va revenir sur le rachat par Disney de la franchise Star Wars et bien évidemment se poser une grosse question. Quelle aurait pu être la véritable suite de Star Wars ? Alors comme je suis d'humeur très généreuse à la suite des fêtes de fin d'année, je reprends très rapidement pour ceux qui débarquent par la base. Star Wars, c'est un univers de science-fiction qui a été créé, écrit et produit par George Lucas, qui a de suite mais vraiment connu un énorme succès. Première trilogie sortie au cinéma entre 1977 et 1983, une seconde entre 1999 et 2005, pour être très clairement aujourd'hui un des piliers incontestables de la science-fiction. Petite reco pour ceux qui désirent en savoir plus sur l'histoire de George Lucas, vous pouvez aller faire un tour au rayon BD. Il y a une sortie très récente qui s'intitule Les Guerres de Lucas. Donc on est sur une biographie format BD qui est centrée sur le réalisateur de Star Wars avec bien évidemment toutes les petites anecdotes croustillantes. Quand on parle Star Wars aujourd'hui, on visualise de suite l'immense empire culturel qui gravite autour de la licence. Néanmoins, c'est quand même intéressant de se pencher rapidement sur le processus de création et de pensée qui est porté par George Lucas, qui était au final un réalisateur mais très avant-gardiste sur son temps. Il faut bien se rendre compte d'un truc, ok ? C'est qu'à l'époque, les seules références en termes de science-fiction, c'est des films comme 2001 l'Odyssée de l'espace. Et George Lucas, de son côté, il a pour plan de faire exploser l'univers du space opéra. Bon, on est très clairement sur un projet assez fou, qui a d'ailleurs failli s'arrêter totalement en chemin, car comprenant pas trop les emmener George, la 20th Century Fox, qui produit Star Wars, le alors, je vais pas le faire jusqu'au bout, je pense que vous avez compris. Ils étaient tout simplement à 2 doigts de tout annuler. Voilà. Et on peut assez facilement les comprendre, car en plein tournage, les dirigeants de la Fox débarquent, se retrouvent face à des rushs, des prises entières, qui, sans les effets spéciaux, ressemblaient à rien. Donc là, on se rend compte que même si on est sur le point de sortir l'un des plus gros succès mondiaux, on doit constamment lutter pour porter son projet jusqu'au bout. Encore plus d'ailleurs quand on passe le premier. Petit moment philosophique, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez creuser les anecdotes des premiers tournages. On a les acteurs d'Obi-Wan et d'Han Solo qui remettaient constamment en cause leur dialogue, qui jugeaient bien trop pauvres, mais surtout on a l'anecdote un peu plus cachée sur l'immense travail de Marcia Lucas, qui est la femme de George, et qui a totalement sauvé au montage le premier film Star Wars, qui est un nouvel espoir, en redéfinissant au dernier moment l'intégralité de la structure et de la chronologie. Donc d'ailleurs, merci Marcia, c'était peut-être toi au final notre nouvel espoir.
Mais notre histoire à nous aujourd'hui, elle commence après la sortie de la seconde trilogie, où la souris la plus connue au monde a tout simplement décidé de prendre le contrôle de la Force. En 2019, Bob Iger, qui est l'ancien CEO de Disney, publie The Ride of a Lifetime. Dans ce livre qui retrace ses mémoires, il en profite pour revenir sur une partie qui nous intéresse tout particulièrement. Je parle bien évidemment du rachat en 2012 de Lucasfilm par Disney. En effet, après avoir finalisé dans les années 2000 le rachat de Pixar et de Marvel, Mickey décide de s'attaquer à une galaxie un peu plus lointaine. Mais avant ça, c'est dans les années 90 que George Lucas et Bob Iger font connaissance, commencent à travailler ensemble et créent une véritable confiance mutuelle l'un envers l'autre. En plus de sa relation amicale avec Bob, George voit que Disney a fait du rachat de Pixar un véritable succès. Mais il connaît surtout le montant. 7,4 milliards de dollars déboursés par Disney pour s'offrir le studio à la lampe qu'est Pixar. En 2011, les deux amis commencent ainsi des négociations autour des studios de Lucasfilm pour se mettre assez vite d'accord sur un montant de 4 milliards de dollars pour le rachat complet des studios de la franchise et de Star Wars. Un montant qui semble au final assez correct quand on sait que rien n'est sorti du studio depuis 2005 et le film La Revanche des Sith. Mais au final, la signature traîne. Il y a plusieurs mois qui vont se passer autour d'un enjeu qui tient particulièrement au cœur de George et sur lequel il est tout simplement pas prêt à lâcher. Et ça, c'est la direction artistique de son œuvre. Après, comme l'écrit si bien Bob Iger dans son bouquin, c'est finalement le 30 octobre 2012, avec une très forte émotion, mais aussi l'approche d'une nouvelle loi qui pourrait lui faire perdre des centaines de millions de dollars sur la transaction, que le créateur initial de l'univers et des deux trilogies à succès signe le deal, vend l'intégralité de ses droits et laisse partir Star Wars. Et les mots sont plutôt justes, car avec un premier film qui sera confié à J.J. Abrams pour la réalisation et Michael Hand pour le scénario, George sera petit à petit mis à l'écart de cette nouvelle épopée. Ses idées pour la nouvelle trilogie ne seront finalement pas reprises, et lors de sa première visualisation du Réveil de la Force, George sera tout simplement furieux en faisant le même constat que nous tous. L'épisode 7, c'est une simple copie du 4, en plus joli d'accord, mais qui n'apporte rien de nouveau. Il révélera d'ailleurs s'être senti trahi par son ami Bob Iger, qui selon lui est intentionnellement resté flou sur le rôle que Lucas pourrait avoir dans le processus de création des nouveaux films, juste afin de valider le plus rapidement possible le rachat des studios. Suite à l'acquisition de cette nouvelle franchise, Disney doit de suite lancer les grands travaux pour redonner un vent nouveau à Star Wars, mais aussi surtout rentabiliser un investissement conséquent pour un studio qui n'avait pas grand-chose dans les bacs. Il fut ainsi assez stratégique pour le studio américain de se reposer impérativement sur les acteurs historiques de la saga afin de s'assurer un minima de rentabilité via de la nostalgie. Donc, comme on l'a déjà évoqué, c'est J.J. Abrams qui sera annoncé sur le devant de la scène comme réalisateur de l'épisode 7. Mais on va pas se mentir, derrière, c'est une mission impossible pour lui, car il doit créer, via ce premier film Star Wars porté par Disney, un lien entre les fans des deux premières trilogies, mais aussi la nouvelle génération. J.J. Abrams et Michael Hand n'ont d'autre choix que d'intégrer du coup dans cet épisode les personnages historiques de Luke, d'Han Solo et de la princesse Leia. Sauf que si on y réfléchit un peu, on se rend assez vite compte que la principale contrainte pour la création des scénarios fut l'âge de ces personnages. En 2015 sort l'épisode 7, Mark Hamill qui joue Luke à 64 ans, Harrison Ford derrière Han Solo à 73 ans, et Carrie Fisher qui représente la princesse Leia à 59 ans. Et cet impératif impose deux contraintes. La temporalité de la troisième trilogie est immédiatement fixée par l'âge des acteurs, mais aussi ces derniers sont plus de première jeunesse, et bien évidemment ça va venir contraindre le scénario. C'est d'ailleurs la première fois que Star Wars doit faire face à cette temporalité imposée, car pour la seconde trilogie, George Lucas avait eu l'idée de génie de positionner ses films dans le passé, et donc d'être assez libre sur la sélection de nouveaux acteurs. Je ne vais pas revenir en détail sur les 3 derniers épisodes de la trilogie, ni les 2 spin-offs que sont Rogue One et Solo, qui sont sortis depuis le rachat par Disney. Par contre, on va quand même s'intéresser à la valse des réalisateurs, car de 1, ça me fait beaucoup rire, et que malheureusement, ça explique plutôt bien le regard très critique que la majorité des fans peuvent avoir sur cette dernière trilogie. Ok, on s'accroche, car spoiler alert, ça part dans tous les sens. On est d'accord que c'est J.J. Abrams qui s'occupe de la réalisation de l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Derrière, Disney sort son premier spin-off, Rogue One, qui est dirigé par Gareth Edwards. Néanmoins, la fin de tournage va être complètement en pagaille, où quelques mois avant même la sortie du film, on va avoir Tony Gilroy qui va être missionné de réécrire
et de tourner lui-même de nouvelles scènes. Donc, grosse sueur froide du côté des studios, mais au final, Rogue One est un succès. Et bien évidemment, Disney ne va clairement pas tirer les leçons de cette frayeur. Même si l'épisode 8, Les Derniers Jedi de Rian Johnson remplit les salles, on est très très loin de combler les attentes sur la franchise. Et en parallèle de ça, c'est la Bérésina. Le studio décide de se séparer de Josh Trank qui travaillait sur le film de Boba Fett. Les deux réalisateurs de Solo, Christopher Miller et Phil Lord, sont au final remplacés par Ron Howard. De plus, Colin Trevorrow, qui avait été choisi pour le dernier film de la saga, L'Ascension de Skywalker, sera au final remplacé par J.J. Abrams. Et je vous en glisse une petite dernière avec David Benioff et Daniel Brett Weiss, qui sont les deux showrunners de Game of Thrones, qui avaient été missionnés en parallèle par Disney pour réaliser un nouveau triptyque, centré certainement sur l'ancienne République, qui ont finalement abandonné leur projet, et on peut assez facilement comprendre pourquoi d'ailleurs. Comme vous vous en doutez, il y aurait plein de choses à dire sur la stratégie de Disney depuis la sortie de cette dernière trilogie. Mais je pense surtout que là, on a tous les éléments pour lancer l'analyse fine. Alors on s'attaque quand même au cœur de notre sujet là maintenant, avec la grosse question, quelle aurait pu être la véritable suite de Star Wars ? On sait aujourd'hui que l'idée principale de George Lucas était de baser sa dernière trilogie sur le retour de Dark Maul, potentiellement l'un des méchants les plus célèbres de la saga qui a contribué au succès de la menace fantôme. Même s'il se fait découper en deux par Obi-Wan dans la seconde trilogie, cette réapparition elle aurait pas été illogique du tout, car le Sith est justement de retour dans l'arc Star Wars Rebelle avec des jambes robotisées, parce que pourquoi pas quoi. Et pour donner un dernier petit tacle appuyé à la dernière trilogie, je pense qu'on aurait tous préféré un retour de Dark Maul plutôt que se coltiner encore le vieux Palpatine. On imagine assez facilement que dans ce scénario, George Lucas en aurait profité pour intégrer Dark Talon, qui est une experte en assassinat et surtout l'apprenti de Dark Maul. Le Sith et son apprenti auraient donc fait face à une nouvelle génération de Padawan, formée par Luke, et apparemment le tout dans un contexte politique plutôt très difficile, avec une république qui doit faire face à sa fragilité. Mais à part ça, on n'en sait pas plus sur le scénario que le père de Star Wars aurait pu nous présenter. Donc dans cette partie, on va s'intéresser à un écrivain qui a, selon une majorité de fans, dont moi, écrit l'unique véritable suite de la trilogie originale. Cet homme n'est pas qu'une boisson chaude, je veux bien évidemment parler de Timothy Zahn. Et j'espère que vous avez tous compris la blague. Donc, écrit par Timothy Zahn, La Croisade Noire du Jedi Fou est une trilogie composée de 3 romans d'environ 400 pages chacun. On a L'Hérité de l'Empire, La Bataille des Jedi et L'Ultime Commandement. Sortie à partir des années 91, l'œuvre de Timothy Zahn, elle est sans conteste l'une des œuvres les plus populaires de l'univers étendu de Star Wars. Et en plus, elle est chronologiquement positionnée à la suite de la première trilogie de George Lucas. On est quelques années après le retour du Jedi, qui est le 6e épisode de la saga. La rébellion qui a pu reprendre la main sur l'Empire en rétablissant de nouveau la République fait face à l'Amiral Thrawn, qui est tout simplement un génie de la stratégie militaire et surtout le dernier grand amiral en vie, qui compte bien faire renaître l'Empire. Pendant l'intégralité du mois de décembre, j'ai pu déguster comme du petit lait un roman très bien écrit, qui prend le temps de développer de nouveaux personnages plus qu'intéressants et qui n'hésite pas à nous faire découvrir, même à l'écrit, de nouveaux univers. En gros, ça transpire le Star Wars à chaque page. Comme quoi, même dans les années 90, Timothy Zahn avait déjà compris la recette pour proposer une suite à la trilogie originale, et ça, c'est ce qu'on appelle un deuxième petit tacle gratuit. La première partie intitulée L'Héritier de l'Empire nous plonge 5 ans après la chute de l'Empereur, avec une nouvelle république qui a énormément de mal à maintenir l'ordre. Pendant ce temps, le grand amiral Thrawn, qui est de très loin mon personnage préféré de cette œuvre, refait surface et unifie les forces impériales restantes. Vaste programme en perspective, mais l'intrigue principale va bien évidemment se tourner autour de ce grand amiral Thrawn qui cherche à renverser la nouvelle république. Thrawn commence par cibler 2 objectifs. Le premier, retrouver l'ancien repère de Palpatine sur le mont Tantis, qui regorge d'armes impériales. Il fera d'ailleurs la rencontre là-bas sur la planète Wayland de Yorus C'baoth, qui est un clone instable du maître Jedi du même nom, et va s'allier avec ce dernier. Son second est de capturer ce qu'on appelle des Ysalamir. Ces animaux qui sont basés sur la planète de Myrk ont le pouvoir de neutraliser la force. C'est un atout que l'amiral compte bien utiliser pour protéger ses plans de Luke Skywalker, de Yorus C'baoth et des autres utilisateurs de la force qu'on découvrira bien évidemment dans le roman.
Luke Skywalker, lui, est en quête pour redécouvrir les anciens enseignements de Jedi et va de suite tomber dans un premier piège tendu par C'baoth. De leur côté, Leia, qui est enceinte de jumeaux, et Han Solo vont enchaîner des missions diplomatiques et vont devoir principalement lutter face au génie de Thrawn qui a pour but de capturer les enfants de Leia. C'est une condition qui est imposée par C'baoth pour que ces derniers continuent d'apporter ses pouvoirs de Jedi au Grand Amiral. En parallèle, on découvre de nombreux nouveaux personnages, comme Mara Jade, une ancienne main de l'Empereur qui est conditionnée tout simplement à vouloir tuer Luke. On a aussi Talon Karrde qui a repris la tête d'une des plus grandes organisations de contrebandiers suite à la mort de Jabba le Hutt, et aussi plein d'autres personnages un peu plus secondaires comme Mon Mothma, l'Amiral Akbar, Wedge Antilles, et tout un tas de nouveaux personnages, et de nouvelles races surtout, car ce livre est bien digne de l'univers Star Wars. Dans le second volet, la bataille des Jedi, le conflit s'intensifie. Thrawn lance des attaques stratégiques contre la Nouvelle République et vient grappiller du terrain avec des tactiques innovantes, mais aussi grâce à une technologie volée au sein du Mont Tantis. Je laisse évidemment un peu de suspense pour les futurs lecteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, Thrawn est originaire de la planète Rantor. C'est un non-humain à la peau bleue qui appartient à la race des Chiss. C'est surtout sans conteste possible un des plus grands représentants de l'Empire de toute la saga. Et toute l'écriture de Timothy Zahn sur le Grand Amiral nous décrit un stratège de génie, très cultivé, sournois mais juste. Et en humanisant l'amiral Thrawn, ça le rend très clivant par l'attachement et le lien qu'on crée avec lui pendant tout le roman. De son côté, Leia se rend sur la planète des Noghri, un peuple d'assassins au service de l'Empire, mais qui ont initialement prêté allégeance au Seigneur Vador. Leia étant la fille de Dark Vador, elle se fait reconnaître par ce peuple comme Malariush. Alors, c'est pas une maladie, je parle juste très mal le Noghri, mais ça signifie la fille de notre sauveur. Et Leia compte bien profiter de ce titre pour les détourner de l'Empire, qui les a trompés, et en profiter pour les rallier à la République. Luke, qui a été attiré selon lui par le maître Jedi Yorus C'baoth sur Yomark, ne sait toujours pas que celui-ci est en fait un clone de l'ancien maître Jedi du même nom, et qu'il collabore en plus avec l'Empire. Il résiste néanmoins à ses tentatives de le convertir au côté obscur, mais son seul espoir repose maintenant sur les épaules de Mara Jade, qui est l'ancienne main de l'Empereur, qui se retrouve face à un dilemme. Soit sauver Luke de l'emprise de C'baoth pour que ce dernier puisse l'aider à sauver son patron Talon Karrde, qui est emprisonné par l'Empire, ou exécuter l'ultime requête de son ancien maître Dark Sidious et en profiter pour tuer Luke. En parallèle, à Coruscant, la République s'effrite. On a chaque acteur politique qui joue ses cartes dans son propre intérêt et la géopolitique se mêle au conflit. Et comme vous l'imaginez bien, l'amiral Thrawn profite de la situation pour semer encore plus la discorde. De leur côté, Han et Lando, qui sont engagés dans des missions pour contrecarrer les plans de Thrawn, découvrent que ce dernier a retrouvé l'existence d'anciennes cellules de clonage qui pourraient permettre à l'Empire de consolider en quelques années une armée suffisante pour anéantir la République. Et dans le dernier ouvrage de cette trilogie qui s'intitule L'Ultime Commandement, Timothy Zahn nous donne droit de vivre une bataille épique qui mêle en parallèle combat spatial, terrestre, avec bien évidemment de nombreux rebondissements. Mais pour en savoir plus sur la fin proposée dans cette trilogie, je vous laisse directement la découvrir dans le bouquin. Selon moi, il y a 3 points forts dans cette œuvre. Tout d'abord, le développement des enjeux géopolitiques. On a un contraste super intéressant entre la facilité d'avoir une unité durant la rébellion, mais la fragilité de cette union depuis le retour de la République. Ensuite, on a le développement de nouveaux personnages comme Mara Jade, Talon Karrde, Yorus C'baoth, ou l'ajout de nouvelles espèces comme les Noghri. Et tout ça est toujours réalisé avec brio par Timothy Zahn. Et bien évidemment, l'Empire, qui est piloté par l'un des plus grands leaders et stratèges de son histoire, avec le personnage iconique de l'amiral Thrawn, qui est l'antagoniste parfait pour cette trilogie. Peut-être que les possibles limites pour une adaptation cinématographique auraient été l'intégration des Ysalamir, qui limite l'utilisation de la force à de nombreuses reprises, et le nombre assez faible de combats de sabre laser. Mais bon, je pense que si cela avait été réellement un problème pour baser une trilogie au cinéma sur cette œuvre, Disney aurait pu trouver 1 ou 2 scénaristes, pas trop mauvais, avec quelques solutions peut-être. Pour résumer, si vous êtes fan de la franchise et que vous aimeriez avoir un point de vue différent sur la trilogie proposée par Disney, La Croisade Noire du Jedi Fu, c'est un classique de l'univers étendu que vous allez forcément dévorer. À la grosse question quelle aurait pu être la véritable suite de Star Wars, on a eu la proposition de Disney qui vaut ce qu'elle vaut. Un George Lucas qui aurait basé sa suite sur le retour de Dark Maul, et un Timothy Zahn qui nous a sorti une pépite avec une intrigue centrée sur le grand amiral Thrawn.
Pour avoir un dernier point de vue, j'ai demandé à ChatGPT 4 de nous proposer une trilogie qui pourrait faire suite aux 2 trilogies originales de Star Wars, avec comme contrainte de ne pas réutiliser les personnages des 2 premières trilogies. ChatGPT nous propose ainsi un épisode 7, l'éveil des anciens, où des années après la chute de l'Empire, la paix dans la galaxie est menacée par une nouvelle force obscure, les Gardiens de l'Ombre. Ces antagonistes mystérieux utilisent une technologie et des pouvoirs inconnus des Jedi et des Sith. Un groupe de jeunes héros guidés par un Jedi vieillissant, un ancien apprenti de Luke Skywalker, part à la recherche des anciennes reliques de Jedi pour contrer cette nouvelle menace. Ils découvrent des secrets sur l'origine de la Force et des anciennes civilisations. Et je dois avouer que l'idée d'aller dans la thématique des origines de la Force me botte bien, même si la recherche des reliques me fait très clairement penser au scénario final d'Harry Potter. Épisode 8, les échos de la Force. Nos héros, après avoir découvert une relique ancienne, sont confrontés à des révélations surprenantes concernant les origines de la Force et un lien inattendu entre les Jedi et les Sith. La galaxie se divise face à cette nouvelle menace, entraînant des conflits entre différents mondes et factions. La bataille culmine avec un affrontement épique entre les Gardiens de l'Ombre et une alliance fragile de la République, des Jedi et des groupes rebelles. Comme ce qu'on a dans l'histoire proposée par Timothy Zahn, voir la République vaciller selon les événements et les révélations est quelque chose qui marche excellemment bien d'un point de vue scénario. Pour terminer l'arc, un épisode 9 intitulé La dernière convergence. Dans cet ultime volet, les héros doivent unir les forces de toutes les cultures de la galaxie, y compris des civilisations oubliées et des groupes considérés comme marginaux, pour combattre les Gardiens de l'Ombre, qui sont sur le point de libérer une force capable de détruire la galaxie. Le film culmine avec une révélation sur la vraie nature de la Force, unissant les enseignements des Jedi et des Sith, et aboutissant à une nouvelle compréhension de la Force, menant à une ère nouvelle et plus équilibrée pour la galaxie. Bon alors là on sent que ChatGPT était un peu à bout de souffle sur ce dernier épisode, car il nous propose très clairement de remettre dans un shaker son épisode 8. Mais j'ai envie de dire, au final pourquoi pas. Et quand on voit comment les réalisateurs étaient en manque d'imagination pour la dernière trilogie, je pense que Disney pourrait envisager de prendre un abonnement ChatGPT 4 pour l'ensemble des équipes qui travaillent sur les prochains films. Bien évidemment, on ne reviendra pas en arrière sur cette 3e trilogie qui aurait pu être, mais alors très perfectible, pour rester très gentil sur les mots choisis, mais on peut dès maintenant se pencher sur ce que Disney a déjà pu annoncer concernant l'avenir de la franchise. Ce dont nous sommes certains aujourd'hui, c'est que côté série, nous attendons pour cette année la saison 2 d'Andor et la sortie de 2 nouvelles séries. Star Wars Skeleton Crew, mais aussi Star Wars The Acolyte, qui devrait se dérouler un siècle avant la menace fantôme et qui me hype terriblement. Enfin, toujours côté série, la saison 2 d'Ahsoka a été validée, mais ne devrait pas sortir avant 2025. Maintenant, concernant les films, un premier tournage débutera cette année pour un film entre The Mandalorian et Grogu. À voir d'ailleurs si ce film remplace la saison 4 de The Mandalorian, qui n'a toujours pas été annoncée. Avant un film épilogue centré sur Rey qui se situerait une quinzaine d'années après l'ascension de Skywalker, et dans un troisième temps, enfin, un long métrage cette fois sur Thrawn, et qui doit aussi en parallèle clôturer les arcs The Mandalorian, Ahsoka et le livre de Boba Fett. J'ai bien évidemment hâte de voir le personnage iconique de Thrawn dans un film, mais bonne chance à David Filoni pour réaliser ce film qui semble déjà vouloir se concentrer sur bien trop de sujets pour un seul long métrage. Enfin, les réalisateurs Mangold, Taika Waititi et Sean Levy travailleraient chacun sur un long métrage, avec en parallèle Rian Johnson qui aurait été missionné pour la prochaine trilogie. Avant de conclure cet épisode, je vous donne en bonus mon top 3 des anecdotes liées à Star Wars. Première anecdote, c'est grâce à Star Wars que James Cameron a quitté son boulot de chauffeur poids lourd pour se lancer dans le cinéma. Deuxième anecdote, entre Harrison Ford et Carrie Fisher, qui ont vécu une romance courte mais intense pendant les 3 derniers mois de tournage. L'actrice dans le rôle de Leia avait à l'époque 19 ans, Harrison Ford en avait 33 et était encore marié à sa première épouse. Une relation qui resta d'ailleurs secrète pendant plusieurs dizaines d'années. Enfin, troisième anecdote, pour terminer, George Lucas aurait tiré son inspiration principale pour créer le Faucon Millenium en juxtaposant une olive à un hamburger. Pour conclure ce second épisode de 4 Weeks 4, tout d'abord, un merci tout particulier à mon frère qui m'a offert pour Noël un sabre laser de combat. Si vous avez des retours ou désirez continuer de débattre autour du sujet, on se retrouve sur Twitch ou sur Insta, Ninustream pour me retrouver. Sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de 4 Weeks 4 qui sera bien évidemment Pixel.
Je remercie d'avance tous ceux qui partageront cet épisode. Allez, tchuss, c'était Ninou.